Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, on parle de l'élection de Trump, du futur de la crypto, du Bitcoin qui s'en va à 150 000. Et oui, billet directionnel. Donc sur ce, bonne écoute. Comme vous savez déjà, nous ne sommes pas conseillers financiers. Tout ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyser décisions, l'investissement, le trading, c'est risqué. Et risque, ça veut dire potentiel mais aussi potentiel perdre, grande part. Donc toujours utiliser de l'argent, vous pouvez vous permettre de perdre. Les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Nous ne sommes pas conseillers financiers, nous ne sommes pas conseillers financiers, nous ne sommes pas conseillers financiers. OK. Comme ça, c'est clair. C'est parce que c'est... Voilà. M&M français. C'est là que le disclaimer prend place après le début que je viens de mentionner. Ouais, que c'est Bitcoin ça. s'en va à 150 000. On n'est pas conseiller financier. Non, ça c'était juste pour que vous cliquiez sur l'épisode. Maintenant que vous êtes là, restez ici. Et voilà. Donc, on va en parler. Hein. On a les élections américaines qui sont passées. On a Trump qui a gagné. J'ai entendu... on va premièrement parler on va parler d'élections, de Trump. On va aussi parler d'autres sujets ensuite de ça qui ont enchaîné directement un peu après ces élections. Soit directement reliés, soit pas du tout reliés avec ces élections. Mais il y a plein de belles choses qui se passent dans la crypto. Et moi, j'aimerais votre opinion, guys. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que tu penses, Wassim, par rapport à l'élection de Trump et la réaction dans le marché? J'aime ça, j'aime voir ça. Parce que on dirait que l'élection, pas on dirait, mais l'élection de Trump a juste fait flyer le marché au final. En 2 jours, on est allé chercher des all-time highs. On est allé chercher des all-time highs, que ce soit sur certains stocks, que ce soit sur la crypto. Et c'est bien de voir ça. Parce qu'au final, la majorité du monde qui ne s'y connaissent pas vont se faire avoir. Et ça a juste créé cette hype en pensant que ça va monter jusqu'à l'infini parce que c'est une belle période, ça se passe bien pour le marché. Il faut se préparer. Ah, mais les gars, vous êtes passé le mot avant de venir sur l'épisode, hein, c'est sûr. L'autre, il dit 150 000. L'autre, il dit ça a explosé à cause des élections. Bon, toi, qu'est-ce que t'en penses, JP? Que c'était assuré que ça allait créer du hype. Ouais. Ou quasi, c'est sûr que c'est pas coulé dans le béton, mais je dirais quasi assuré que ça allait créer du hype puis qu'on allait voir Bitcoin monter. Puis là, en ce moment, au moment où on se parle, tout le monde est en train d'attendre le Bitcoin pour qu'il franchisse les 100 000, les 120 000, les 150 000, justement, avant d'avoir une correction. Ouais. C'est pour ça que j'ai dit 150 000, parce que c'est une des choses que j'ai vues récemment d'une personne qui disait ça. Donc, voilà. Mais c'est ça le truc. Il y a environ 1 mois avant l'élection américaine, puis ensuite 2 mois et demi, donc à 2 reprises, on en a parlé sur le podcast quand on a fait l'épisode, c'était environ 2 mois avant l'élection américaine, puis l'autre fois, c'était environ 3 semaines, 1 mois avant. On avait dit aux gens, on s'en fout du résultat de l'élection américaine. Le marché a passé plus de 230 jours dans une zone d'accumulation. Et là, ensuite, les gens vont être comme, bon, Trump a gagné, c'est parce que c'est un pro-crypto, la crypto explose. Non, la crypto explose pas parce que Trump a gagné. La crypto explose parce qu'on a été dans un cycle d'accumulation pendant 230 jours de suite. L'élection américaine, peu importe qui aurait gagné, c'est pas si grave que ça. Parce que c'était juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Moi, j'aime ça appeler ça c'est des situations médiatiques, c'est des nouvelles qui font comprendre à la masse quelque chose qu'ils ne comprennent pas vraiment. Monsieur, madame, tout le monde qui ne suit pas trop le marché, pour eux, ça fait du sens. Tu lis dans le journal, peu importe, tu regardes à la télé, à la radio, Trump a gagné, c'est un pro-crypto, c'est pour ça que la crypto augmente. Logiquement, dans un premier niveau de pensée, lorsque tu n'as pas nécessairement développé ton cortex cérébral de façon très évoluée dans ce domaine spécifique qu'est l'investissement, ça fait du sens. C'est comme 1 + 1 = 2. Mais lorsque tu commences à comprendre le marché et à essayer de raisonner un peu plus, c'est pas pour ça. C'est parce que l'argent est rentré dedans et on a eu cette accumulation pendant tout ce temps-là. Ça, comme je dis, c'est juste la goutte d'eau. C'est juste la goutte d'eau, la nouvelle parfaite pour créer un peu ce déclenchement qui aurait eu lieu de toute façon, peu importe quelle autre nouvelle serait arrivée ensuite qui aurait pu être traité comme une nouvelle positive pour le marché.
Parce que de toute façon, à la fin de la journée, n'importe quoi peut être traité comme une nouvelle positive ou une nouvelle négative. Et ça, on en a parlé à plusieurs reprises. En 2006, quand les gens voyaient les revenus dans des entreprises exploser, ils étaient comme « Waouh, c'est tellement positif, il faut acheter plus ». Quand ils voyaient les revenus des entreprises descendre pendant un trimestre, « Waouh, c'est tellement beau, on a une opportunité, il faut en acheter plus ». Parce qu'ils se concentraient sur le fait que le marché était haussier, puis on était en 2006. Alors qu'en 2008, les mêmes personnes, vis-à-vis des mêmes compagnies, quand la compagnie montait, s'ils avaient fait un beau trimestre, les gens disaient « Ah, c'est juste un beau trimestre, mais ça veut rien dire, ça va continuer à descendre. » Puis quand ils avaient un mauvais trimestre, ils disaient « Ah, c'est un mauvais trimestre, on le savait, ça va continuer à descendre. » Mais là, il faut que tu te décides. Parce que quand le marché est haussier, que ça soit un beau ou un mauvais trimestre, tu trouves une raison pour acheter. Et quand le marché était baissier puis que tes émotions allaient pas bien, que ça soit un bon ou un mauvais trimestre, tu trouvais une raison pour vendre. C'est pas nécessairement les élections américaines. En fait, c'est pas les élections américaines, c'est l'accumulation qui a eu lieu. Puis là, ça aurait pu être n'importe quel autre événement qui vient déclencher cette réaction. Mais pour qu'une réaction soit déclenchée, il faut que tu aies quelque chose. Je veux dire, si j'allume, tu sais, quand on a dans les films, là, quand ils allument de la dynamite, puis il y a le petit fil, puis là, ça vient faire exploser toute la dynamite. Ben, si tu as un petit fil avec rien au bout, tu as beau allumer le fil, il n'y a rien qui va exploser. Pour qu'il y ait une réaction, pour que ça explose, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut que tu aies mis de la dynamite. Et plus tu en as mis, plus l'explosion va être grosse. Mais les gens sont là, puis ils sont comme « Ah ouais, c'est à cause de ça. » Non, ça, c'est juste un fil, puis n'importe quel fil aurait fait péter la dynamite parce que la dynamite est là. L'accumulation a été faite. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Ensuite, est-ce que légalement, sur un côté législatif, ça peut être intéressant dans les prochaines années d'avoir Trump? Pour la crypto, oui, parce qu'il a, côté législatif, il a un penchant pour la crypto et on peut voir déjà qu'il a commencé, dès qu'il a commencé son mandat, presque, il est allé appeler j'ai oublié son nom là, mais le CEO de Coinbase pour lui demander ben, comment est-ce qu'on peut rendre, tu sais, qu'est-ce qui se passe avec la crypto, comment est-ce qu'on peut légalement ou créer quelque chose de plus solide. En tête de la SEC aussi, la personne qui va potentiellement venir, c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec la crypto. Je pense qu'elle a travaillé pour Coinbase ou pour Binance. Donc, côté légal et législatif, oui, ça peut avoir un impact. Mais c'est pas ça qui a fait que ça explose. Et il faut que les gens soient capables de diviser les deux. Parce que c'est pas du tout la même chose. Il y a un truc que c'est microéconomique et l'autre, c'est macroéconomique à moyen long terme. Le côté législatif pour la crypto, c'est de la macro à moyen long terme. Le fait que ça vient d'exploser, c'est de la micro, du fait que le secteur de la crypto a accumulé pendant ce moment-là. Et il faut que les gens soient capables de diviser les deux. Donc, peu importe qui aurait gagné, ça a explosé. Est-ce que maintenant, macroéconomiquement, ça peut être intéressant pour les prochaines années et positif côté législatif pour l'adoption de masse de la crypto? Oui, mais encore une fois, les gens vont utiliser ça comme des billets de confirmation, des billets psychologiques où ils vont venir faire des erreurs parce qu'ils vont se dire « Ah, mais parce que Trump est pour crypto et qu'il va faire des bonnes législations, ah bah c'est fini, alors la crypto, c'est sûr, elle va exploser en 2025 et même peut-être 2026. » Mais encore une fois, c'est complètement faux parce que le temps que tu fasses passer la législation et le temps que cette législation ait un impact, c'est sur du long terme. Comme par exemple les gens qui disaient en 1998, 1999, les ordinateurs vont changer le monde, l'Internet va changer le monde, puis on a eu la grosse bulle de l'Internet. Est-ce que c'était faux? C'était 100% vrai que les ordinateurs allaient changer le monde. Ça n'a pas empêché qu'en 2001-2002, on a eu une des plus grosses corrections de l'histoire avec la tech de la bubble tech. Pourquoi? Parce que c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai maintenant et ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir d'autres choses. Donc, est-ce que c'est vrai? Oui, mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir une correction en 2025. Et là, je vois aussi beaucoup de gens commencent à s'exciter, à penser que là, ça va être un bull run comme qu'on n'a jamais vu. Est-ce que c'est possible? Oui, mais est-ce que c'est possible l'inverse aussi? Oui, parce que du côté législatif, c'est du long terme, c'est une adoption à long terme. Ça n'a pas nécessairement un impact maintenant. 100%. Tu sais, c'est aussi un peu la même chose par rapport à l'IA. J'ai l'impression, présentement, on en avait parlé, que peut-être c'est présentement une bulle, en fait. Puis
Et là, on voit des actions tech Ah ouais. juste pousser, Ah ouais. des crypto-tech juste pousser. Les gens qui achètent ça super cher. Et je sais on parle beaucoup de crypto, mais les gens aussi ont tendance à pas calculer nécessairement le prix d'une action. Et de se dire, oh, une action en tech, ça va continuer de monter. Ça fait du sens. Oh, on est probablement dans une bulle. Puis, si on retourne aussi par rapport aux élections et le Bitcoin ou d'autres actifs qui ont monté pendant l'élection, la journée de l'élection, avant même qu'on a commencé à calculer les premiers votes, ça avait commencé à casser la structure et à monter. Mais oui. On le voit sur le graphique. C'était comme Mais une journée rouge pleine de volatilité. Mais oui. Et ça, ce que tu dis, c'est 100% vrai, même pour l'intelligence artificielle. À cette table, chacun d'entre nous, on adore l'intelligence artificielle. Moi, je pense, je passe des journées avec ChatGPT et tout. Est-ce que l'intelligence artificielle va complètement révolutionner le monde? Est-ce que c'est le futur? 100%. Est-ce que présentement, ça peut être overpriced et ça peut créer une bulle et une correction? 100%. Regardez, encore une fois, en 2000-2002, tu avais des compagnies extraordinaires qui sont encore là aujourd'hui. Tu avais des Google et tout ça qui commençaient, des Yahoo et tout. Mais ça n'a pas empêché qu'ils ont crash avant de continuer parce qu'il y avait une surévaluation à ce moment-là. Il faut prendre l'époque. OK? Les gens avaient mis l'argent dans ce marché. L'évaluation de ce secteur était comme si on était en 2012, mais tu étais en 2002. Ça fait pas de sens. Donc, il y a eu correction et ensuite les choses ont repris un cours normal, un cours santé. C'est même pas santé d'avoir des sous-évaluations, des surévaluations comme ça. Et moi, je pense aussi que voilà, l'intelligence artificielle, le biais des gens, c'est ça va complètement changer le monde. Alors, parce que ça va complètement changer le monde, tu penses que c'est un bon investissement? Non, c'est pas parce que ça va complètement changer le monde, et je suis d'accord que ça va complètement changer le monde. Ça veut pas dire que maintenant, c'est quand même un bon investissement. C'est un bon investissement si le prix est bon. Et ça, c'est quelque chose, comme tu as dit, qu'il faut faire hyper attention, Wassim, parce que présentement, je regardais différentes compagnies d'intelligence artificielle, puis je suis comme... Peut-être compagnies que je serais pas étonné qu'ils vont être là dans 5-10 ans, peut être 10 fois plus gros, 20 fois plus gros. Mais présentement, aujourd'hui, le prix semble surévalué pour ces actifs-là. Il faut aussi leur laisser le temps de faire la guéguerre entre eux. Ouais. Entre Google, Apple, Nvidia, Amazon. Ils sont tous en train de se préparer quelque chose de gros dans leur coin. C'est normal. Puis quelque chose qu'il faut comprendre quand on dit prix surévalué, il y a des gens qui vont nous écouter, puis dans 3 mois, vous êtes comme... Ou dans 6 mois, vous vous êtes trompé, ça a continué à monter. Non, c'est pas trompé. Parce que tu peux aller de surévalué à plus surévalué. Donc, si toi, t'achètes à ce moment-là, t'es juste encore plus fou. Et c'est pour ça que tu dois être capable de trouver la valeur intrinsèque ou au moins la valeur de cette action-là et de cette compagnie-là ou de ce token-là si on est dans la crypto pour te créer une idée de c'est quoi le prix. Parce que si le prix est 10 $, puis maintenant ça monte à 12, puis comment ils se sont trompés. Non, 12 c'est surévalué. Puis de 12, vous savez quoi, ça peut aller à 20 parce que le marché peut être extrême beaucoup plus longtemps que les gens peuvent être solvables. Autant à la baisse qu'à la hausse. Le marché quelque chose peut valoir 10 $ puis ça va à 3. Puis quelque chose peut valoir 10 $ puis ça va à 20 puis ça continue à pousser à 30. Donc, les marchés sont souvent dans des extrêmes parce que le marché, c'est les gens. Nous sommes la somme du marché. Les investisseurs sont la somme du marché et les investisseurs, c'est des émotions, c'est des êtres humains, c'est des émotions qui poussent les choses souvent à des extrêmes. Alors non, c'est pas vrai. Ça peut être 10 $ et maintenant ça se vend à 12 et quand même aller à 15 et 18. Mais tu rentres pas dans cette folie. Et tu rentres pas dans la folie non plus quand tu as un bon projet qui passe de 10 à 7 $ puis les gens veulent pas l'acheter puis ça passe à 3 puis ça va dans les deux sens. Puis quelque chose qu'il faut faire attention aussi, c'est que souvent les investisseurs, justement, quand ils viennent évaluer puis qu'ils sont conscients de ça, ils vont dire, OK, on va attendre la correction. Mais si tu n'as pas fait une vraie analyse détaillée pour comprendre le prix et où tu veux acheter, là, tu peux avoir ce qu'on appelle un billet d'ancrage. Comme en anglais, on dit confirmation bias. Un bias, c'est comme quand tu fais une idée préconçue qui est erronée. Mais un billet d'ancrage, tu peux en avoir toutes sortes. De base, un billet d'ancrage, c'est quand tu prends une information qui était vraie et maintenant, tu te bases sur cette information qui était vraie pour filtrer d'autres informations. Donc, par exemple, je sais que JP, il avait un chien. Je le sais pour 100% sûr, je l'ai vu, son chien. Donc maintenant, tout dans ma tête, même si ça fait 10 ans que je n'ai pas vu JP,
On va dire un chien, ça peut vivre longtemps. Bon, mais disons qu'un chien, ça vit 50 ans. Mais tout dans ma tête va me confirmer des choses avec le fait que JP a un chien, parce que c'est la dernière information véritable que j'avais. Et ça, c'est un des biais les plus dangereux parce que ça vient d'une vraie information. Mais ça ne veut pas lui dire qu'elle est valide. Je vais vous donner un exemple en investissement qui peut être un biais d'ancrage. Wassim regarde une crypto ou un projet à 100 $. Le projet passe de 100 $ à 50 $. Le projet vient de faire moins 50%. Wassim a maintenant l'impression qu'il achète quelque chose en dessous de sa vraie valeur et qu'il achète quelque chose à un rabais parce que l'ancrage à Wassim, c'est que le prix était à 100 $. Ce qui est vrai, le prix était à 100 $. Donc, le point de référence à Wassim mental et psychologique, c'est 100 $. Alors, il sent qu'à 50 $, il achète bien. Mais peut-être que le prix, c'est 40 $ et ça a juste été beaucoup trop loin à 100 $ et comme tu es encore en train d'acheter au-dessus de la valeur intrinsèque parce que tu as un billet d'ancrage sur le prix qui était 100 $ qui était vrai. Donc, oui, c'est vrai que c'était à 100 $. Oui, c'est vrai que ça a fait moins 50%. Et ça, c'est des ancrages extrêmement dangereux parce que c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que c'est bon. Et peut-être qu'on va jamais revenir à 100 $ aussi. Ouais. J'ai un bon exemple de surévaluation. C'est une compagnie d'assurance, AIG. Compagnie d'assurance backée par d'autres compagnies d'assurance, une grosse compagnie d'assurance américaine. Elle est montée jusqu'à 1830, 1840 $. Aujourd'hui, ça vaut 77 $. Moins 4000%, quelque chose comme ça. Et guys, l'entreprise, elle est là, elle roule bien et tout ça. Mais elle a été surévaluée à un moment, mais extrêmement surévaluée. Puis ça continue, ça pousse. Parce qu'on a ce cycle psychologique où toujours on pense que c'est un bon prix. Un bon prix que ça va continuer à monter parce que ça va bien. Jusqu'à un moment, il y a quelqu'un qui dit « Moi, j'achète plus à ce prix-là. Je vends. » Puis c'est une grosse tête. Ah, quelqu'un d'autre vend jusqu'à temps que tout le monde panique et veut vendre. Ouais, Et- ça crée un effet domino. Et dans les deux sens. On pense que ça va descendre toute la vie, dans ce cas-ci, oui. Mais on pense que ça va monter aussi toute la vie. Mais les arbres ne se rendent pas au ciel. Ouais, c'est sûr, ça doit corriger absolument. Puis tu me fais penser à un autre exemple comme ça en 2006 ou 2007. Je pense que c'était, je me souviens plus leur nom, Burstein, quelque chose comme ça. C'était un fonds d'investissement et puis une institution financière. Et il y avait une analyste qui travaillait pour, je pense que c'était JP Morgan ou Goldman Sachs, qui était arrivée et qui leur avait dit c'est surévalué. Puis elle avait peur d'aller en parler parce que dans ses calculs, elle disait que ça valait 3 $ l'action. Avec toutes les dettes, tout ce qu'ils avaient prêté comme argent, parce qu'ils ont dévalué leur propre action. Et ça, il ne faut pas oublier ça. Une compagnie peut dévaluer ses propres actions. C'est pour ça qu'une valeur intrinsèque, ce n'est pas quelque chose de fixe. La valeur intrinsèque de Apple, il y a 20 ans, puis maintenant, n'est pas la même. Puis la valeur intrinsèque de Sears, il y a 50 ans, puis maintenant, c'est pas la même. Maintenant, c'est 0. Alors qu'avant, c'était... Exactement. Exactement, parce que les choses évoluent. Et elle expliquait que l'action il était à 80 $. Et elle voyait qu'il y a des années, l'action, elle valait 50 $. Mais ils avaient fait tellement de prêts, des subprimes, plein de prêts à des gens qui n'avaient pas le potentiel de rembourser, qu'ils ont dévalué leur propre action parce qu'il y avait beaucoup moins de cash flow que d'argent qui pouvait rentrer. Puis un de leurs plus grands actifs, c'était la dette. Parce que la dette de quelqu'un, c'est un actif. Si moi, je prête de l'argent à JP, c'est une dette. Moi, mon actif, c'est sa dette parce qu'il est censé me rembourser avec du profit. Sur leur plus gros actif, c'était de la dette sur des gens qui n'allaient sûrement pas être capables de rembourser. Puis elle a fait tous les calculs et tout, puis elle a réalisé comme, yo, l'action vaut 3 $ l'action. C'était à 80, guys. Ben, quand tout a crash, quand ça a commencé avec Citibank et tout, ça a descendu. Ils étaient plus capables, plus personne n'était capable de racheter. Puis finalement, JP Morgan ou Goldman Sachs est arrivé, puis ils ont négocié, puis ils ont évalué, puis ils ont racheté la compagnie au complet à 3 $ l'action. Parce que c'était ça que ça valait. Pourtant, tu étais à 80. On parle d'une grosse institution financière, là. On n'est pas dans le monde de la crypto ou rien de tout ça, là. C'est fou. La crypto, ça reste les marchés financiers, dans tous les cas. C'est la même chose. C'est plus difficile à évaluer parce que maintenant, pour quelqu'un qui fait du value investing, qui investit sur la valeur, évaluer une compagnie avec des gens comme Warren Buffett, Benjamin Graham et tout ça, il y a eu tellement de livres et de choses dessus que c'est plus simple. La crypto, il faut réaliser qu'il y a d'autres choses à prendre en compte.
La crypto, c'est un peu comme Google. Tu dois venir voir le nombre d'adresses qui s'ouvrent, le nombre d'utilisateurs actifs. Tu sais, si tu viens évaluer Google, tu vas regarder aussi le nombre de personnes qui vont sur Google tous les jours. Donc, la crypto, il ne faut pas oublier de regarder la tokenomie. Est-ce que c'est inflatoire? Est-ce que c'est déflatoire? Comme Bitcoin, il y a une limite. Il faut que tu regardes l'utilité. Il faut que tu regardes l'équipe, bien sûr. Il faut que tu regardes, comme je dis, la tokenomie, mais il faut que tu regardes aussi le réseau. Le réseau, la vitesse du réseau, la sécurité du réseau. Est-ce que c'est est-ce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs dessus? Donc, il y a différentes choses que tu dois prendre en considération qui sont différentes, qu'on n'a pas nécessairement eu à prendre pour des compagnies traditionnelles. Puis, il n'y a pas nécessairement les mêmes sources de revenus. Ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de gens qui se tiennent loin des cryptos encore, des gros investisseurs, parce qu'ils ont de la misère à venir évaluer la valeur pour ceux qui font du value investing et grosses institutions. Mais dites-vous, les gens avaient de la misère à évaluer la valeur des compagnies avant, jusqu'à temps que des gens comme Benjamin Graham puis tout ça se penchent dessus, puis sont comme nous, on va le faire. So, tu peux le faire aussi avec la crypto. Puis je vais donner une piste, mais il y a des secteurs dans la crypto où c'est beaucoup plus facile à évaluer. Et un de ces secteurs, c'est la DeFi. Parce que la DeFi, il y a beaucoup de protocoles qui sont reliés à du stacking, des prêts, etc., qui sont vraiment un magnifique mix entre la crypto et des compagnies traditionnelles. AAVE, un de leurs plus grands revenus, c'est de faire des prêts et emprunts. Donc, tu peux littéralement regarder comment évaluer une compagnie qui fait des prêts, puis maintenant venir mélanger le fait comment j'évalue un projet crypto puis une compagnie qui fait des prêts. Donc, il y a déjà des projets que c'est faux. Il y a des projets que comme tu peux commencer à avoir une très, très bonne idée de ce que ça vaut vraiment et tu peux vraiment en prendre avantage. 100%. C'est juste les gens, ils font pas le travail. C'est plus facile de dire... c'est plus facile de spéculer et être excité parce que ton ami t'a dit que ça va monter ou de te dire « Ah non, moi, je touche pas à ça parce que c'est basé sur rien. » Mais Google, c'est basé sur quoi, rendu là? Tu vas me dire ben, « C'est une entreprise avec des vraies personnes. » AAV aussi. Ethereum aussi. Google, c'est tout en ligne, là. Mais bon. Et puis là, à travers tout ça, en plus... il y a les ETF qui viennent. Là, il y a Trump. Là, les confirmation bias sont de tous les côtés. Il y a eu Trump, les élections, ci, ça. Il y a eu les ETF pour BTC, Ethereum. Mais récemment, il y a eu officiellement BlackRock, ils ont lancé des options sur les ETF. Tu sais, quand tu fais du option trading, du trading avec levier sur des options, pour faire aussi des options de couverture, des options de short, ils ont ramassé 2 milliards de dollars la première journée qu'ils ont lancé les options sur leur ETF de Bitcoin. Belle poignée de chance. 2 milliards. Et c'était quand je dis la première journée, c'est même pas comme... C'est comme les 12 premières heures. Ouais. 12 premières heures, 2 milliards. Donc, il y a aussi énormément d'argent qui s'en va vers la crypto, vers surtout des projets comme Ethereum et BTC. Ce qui est excellent à long terme, mais ce qui, encore une fois, pour les gens, peut créer des confirmation bias à court terme parce qu'ils sont comme, oh mon Dieu, c'est incroyable. Mais oui, mais moi, il y a littéralement des gens dans l'académie qui envoyaient plein de données dans la communauté, qui envoyaient plein d'informations dans la communauté quand BTC était à comme 60 et quelques mille, presque 70 000, puis que les ETF de BTC et le ETF d'Ethereum ont été créés. Puis c'était comme, ah, ça y est, c'est parti, ça va monter, c'est parti. Et ils cherchaient toutes les informations, les datas, là, les informations logiques, et c'est ça qui fait peur, pour confirmer le fait que ça allait continuer à monter. Et bien sûr, ils l'ont trouvé. C'est quand même allé de 70 000 à 49 000. Et pendant 200 et quelques jours, ça a corrigé. Et on l'avait dit. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est ces confirmation bias là. Il ne faut pas oublier que tout le monde a accès aux mêmes informations au même moment. Ouais. Et ça va faire une différence sur le marché. Normalement, certains ils créent l'information même ou certains ils l'ont d'avance. Mais exactement. Donc, il faut être en mesure de se positionner par rapport à ça, par rapport à ces informations. OK. Tout le monde a les mêmes informations. Tout le monde va penser ça. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je passe à l'action? Est-ce que j'attends ou je fais rien? Ouais. Puis surtout de rester neutre par rapport à l'information que tu vas chercher parce que ça devient facile après si toi, personnellement, tu es convaincu que le prix va passer de 40 000 à 70 000, 100 000, ben tu vas psychologiquement, si tu es trop hype par rapport à ça, psychologiquement, tu vas rechercher ces informations-là, mais tu ne regarderas pas les autres informations qui indiquent potentiellement le contraire. Donc ça peut vraiment te
Puis le danger, vrai. c'est qu'il y a des gens qui pensent être neutres. Mm. Ils sont comme, je suis neutre, je suis critique, je vais trouver l'information pour être sûr. Mais n'oubliez pas qu'il y a plein de sondages avec des médecins et des données sérieuses qui montrent que manger juste de la viande tous les jours, c'est bon. Mm. Et t'en as d'autres qui montrent que manger de la viande tout court, c'est mauvais. Tu vas toujours trouver des données sérieuses, recherchées, backées, qui te montrent l'un ou l'autre. Sur le challenge que les gens font, encore une fois, c'est qu'ils prennent quelque chose d'une façon émotionnelle, en pensant qu'ils ne sont pas émotionnels et neutres, et qu'ils vont chercher des données pour confirmer ça. Comme par exemple maintenant, les ETF des options, c'est bon. C'est plus que bon, guys, c'est absolument incroyable. Ça ne veut pas dire que maintenant le marché va continuer à exploser. Il faut comprendre le reste du marché, le reste du macro, du micro, des cycles, de l'accumulation, de la distribution. Voilà quoi. C'est pour ça qu'on est très heureux de t'avoir. C'est, si tu es hype, vends. Si tu as peur, achète. Et tu vas être déjà meilleur qu'avant. Et si jamais t'as vraiment, vraiment peur, écris-nous, on va acheter des choses. Mais non, c'est ça. On a parlé de différents sujets, hein, c'était un mélange. Là, on a parlé un peu de Trump, puis de politique. Bon, finalement, on a beaucoup passé sur les billets de confirmation et tout ça. Donc, en tout cas, plein de belles informations, plein de choses qui se passent, guys, à suivre. Ce matin, j'ai vu une nouvelle aussi de Trump qui disait qu'il allait monter les impôts et les taxes sur l'exportation comme dans 20% avec le Mexique, avec le Canada et tout ça. Donc, on va voir qu'est-ce que Avec ça... la Chine aussi. Avec la Ouais, la Chine de Chine. 10%. Oh là 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 là. On va avoir l'impact que ça. Il y a beaucoup de gens, même ce matin, qui pensaient que c'est un businessman. Donc, il met une grosse sanction et après, il va négocier. Tu sais, au final, On va voir ce que ça donne. c'est un businessman. Peut-être il n'est pas fan des armes comme certains autres présidents américains, mais la guerre économique, c'est quelque chose qui est possible. Hein? 100%, c'est une des formes de guerre. Donc, à suivre, plein de choses intéressantes. Guys, juste faites attention de rester logique, critique, suivez l'information. Il y a plein de belles choses qui arrivent. Puis, on voulait faire cet épisode aussi parce qu'on a littéralement dit il y a un mois qu'il y avait des prix absolument exceptionnels sur différentes cryptos. Maintenant, ces cryptos, ils ont fait 100-120%. Puis, on le dit depuis les 2-3 derniers mois. Et pourquoi on le partage maintenant, c'est pas pour montrer waouh, on est incroyable. Non, c'est pour vous montrer qu'il y a des données réelles à suivre. C'est pas juste des nouvelles à gauche, à droite qui font tout péter là. 100%. Donc sur ce, on se voit sur le prochain épisode. Prochain épisode. Hey!